Aujourd'hui, c'est Le Travailleur de la Nuit de Maths et Cheminot aux éditions Rue de Sèvres. Sèvres, ouais, on prononce Sèvres. Et en plus, petite fierté, attention, la petite dédicace de Maths qui fait ultra plaisir. Oh yeah. Et sinon, qu'est-ce que ça vaut? Ah ah, oh oh. C'est, bah, qu'est-ce que ça vaut? C'est pour ça. C'est pour ça que c'est grâce à ce genre de titre que je me suis mis à la bande dessinée. C'est tout simplement magnifique. Ça fait... Enfin, je lis beaucoup, donc... mais quand même, là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris une telle claque. C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Alors, de quoi ça parle? Le Travers de la Nuit, c'est c'est le récit romancé de la vie de Alexandre Jacob. Et là, vous vous dites, il vient de dire Alexandre Jacob comme si on devait connaître ce personnage. Eh ben, oui, vous devriez le connaître. Moi-même, j'aurais dû le connaître avant. Tout le monde devrait connaître Alexandre Jacob. Je comprends pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi on ne connaît pas plus Alexandre Jacob. Mais c'est une BD incroyable sur un personnage incroyable. Voilà. Ça, c'est dit, c'est clair. Alexandre Jacob, donc, c'est qui? Eh bah. Dans ses œuvres les plus connues, on va dire, c'est justement le chef de d'une bande de cambrioleurs qui s'appelle le Travailleur de la Nuit, qui s'appelle qui s'appelle Travailleur de la Nuit, qui est une bande de voleurs, enfin qui s'appelait le Travailleur de la Nuit parce qu'on on savait pas que au bout d'un moment on a su que c'était une bande, mais avant non. Bref, c'est une bande de voleurs qui a opéré dans toute la France, mais je dis bien dans toute la France. Ça veut dire que ils ont commencé à Marseille, sur la Côte d'Azur. Ils ont vraiment, paf, cambriolé pratiquement toute la Côte d'Azur. À un moment donné, ils n'avaient plus rien à cambrioler à la Côte d'Azur et ils sont montés à Paris. Et à cette époque, enfin, à plein d'époques, mais surtout à cette époque, il y avait un truc qui venait d'arriver depuis pas si longtemps que ça, et il y avait un autre truc qui n'était pas encore apparu. Le truc qui était vieux, mais pas tant que ça, c'est le train. En tout cas, le réseau ferré qui arrivait à son apogée de cette époque. Il allait vraiment partout. Et par contre, la voiture, elle, c'était pas encore trop ça. Bref, cette bande de voleurs, elle a vraiment pris le train comme une évolution technologique incroyable et elle en a profité à partir de Paris. Ils pouvaient aller n'importe où et ils ont vraiment cambriolé n'importe où. Ils ont cambriolé dans toute la France, c'était fou. Bien sûr, ça s'est arrêté quand leur chef, quand Alexandre Jacob s'est fait prendre, mais en tout cas, ça a été l'une des bandes de voleurs les plus actives et qui ont fait des coups les plus spectaculaires qu'il n'y ait jamais eu en France. Sinon, Alexandre Jacob, c'est pas que ça. C'est pas que ça. On commence la BD au début de sa vie, quoi. Non, pas au tout début, mais quand il devient marin, parce que dans la première partie de sa vie, il est marin. Mais il y a aussi un autre truc dont je vous parlerai plus tard. Donc, ce petit Alexandre Jacob, il est marin, et il subit toutes les merdes que subissent les mousses. C'est vraiment pas la joie dans ce monde-là. Hein. C'est vraiment de la merde. Il découvre des ports où les gens sont exploités, où les gens sont malmenés. C'est la merde. Il a vraiment une désillusion. Lui qui était fan de Jules Verne, il a vraiment une vraie désillusion quand il prend ce métier de mousse et il est un peu blasé de la vie, quoi, quand il revient. Et surtout, à un moment donné, le médecin, il tombe malade et le médecin lui dit bah c'est mort, vous pourrez plus prendre la mer, c'est foutu. Alors qu'il avait décidé de devenir sérieux et de devenir capitaine, il dit
Il dit voilà, le médecin lui dit c'est mort, vous pourrez plus jamais reprendre la mer, c'est foutu. Donc là, son rêve de devenir capitaine se casse la tronche et puis bah voilà quoi, c'est la merde pour lui. Mais Alexandre Jacob a aussi un autre visage à ce moment-là, un visage qu'on connaît pas forcément de lui à ce moment-là. Il lit beaucoup et il est surtout anarchiste et pas anarchiste comme maintenant qui sont à la limite du vieux punk dégueulasse. Non, là on parle de vrais anarchistes d'à l'époque où l'anarchisme c'était un vrai mouvement politique. Ça l'est toujours, mais c'est beaucoup moins pris au sérieux. Là, c'était à l'époque là où il y avait les anarchistes étaient, j'ai envie de dire, le plus puissant, c'était de l'apogée des anarchistes. Et donc, Alexandre Jacob est anarchiste. Et donc, en plus de son travail chez un typographe, il suit aussi les réunions des anarchistes, mais il est pas extrême. C'est pas un anarchiste extrême qui veut tout détruire, qui veut poser des bombes, qui veut assassiner. Lui déjà, on retrouve cette idée de de plutôt voler, de plutôt faire mal aux bourgeois là où faire mal là où ça fait mal aux bourgeois, ça veut dire au portefeuille. On retrouve cette idée de voler. Alors il en discute avec le chef anarchiste avec qui il parle et voilà, il débat pour l'instant, mais pour l'instant, il prend pas part aux exactions anarchiques. Vraiment, il prend part qu'aux réunions, et aussi, étant donné qu'il est typographe, il prend part aussi au journal anarchiste de l'époque. Là, je viens de retrouver le nom dont je ne me souviens plus. L'agitateur, voilà, l'agitateur. Et donc il fait le journal anarchiste avec un de ses camarades ouvriers. Et donc, bah voilà, il fait son journal, il va aux réunions, il rencontre une femme, rien de bien méchant. Sauf qu'à un moment, il se fait avoir par la police qui le piège et qui l'envoie en prison. Sauf que être anarchiste à cette époque, c'est pas bien vu. Enfin, je sais pas si à une époque c'est bien vu. Bref, c'est vraiment pas bien vu au point où, à la sortie de prison, les flics le lâchent pas. Le lâchent pas. Ils vont dans les lieux où ils travaillent et ils disent ouais, si vous continuez à employer ce genre de personnes, ça va mal se finir pour tout. Et pourtant, lui, c'est un travailleur vraiment sérieux. Je veux dire, il fait pas de conneries, il travaille dur, etc. Donc ses patrons, au départ, ils disent mais non, c'est l'un de mes meilleurs employés, c'est mort, je vais pas le renvoyer, quoi. Puis forcément, la police sait se faire insistante et c'est là où ça joue. C'est là où il faut jouer pour faire plier ce genre de choses. Et donc, bah, il est renvoyé successivement de différents boulots. Et c'est à partir de là qu'il décide de devenir le plus grand cambrioleur de France. Ce qui deviendra, honnêtement, je ne connais pas plus grand cambrioleur que lui en France. Euh, et je vais vous raconter un truc. C'est un cambrioleur. En plus, il fait partie de ces cambrioleurs fantastiques que sont les cambrioleurs gentlemen. C'est-à-dire qu'ils ne tuent que si nécessaire, que vraiment par la force des choses. Ils ne volent qu'aux riches. Il redistribue pas aux pauvres, hein. Et encore, si, il redistribue une partie de ses gains aux pauvres, il en garde une grosse partie pour lui, hein, quand même, mais il en redistribue quand même une partie aux pauvres, et bien sûr, il ne vole qu'aux riches, qu'à ceux que les anarchistes combattent au final, hein. Ça veut dire tout ce qui est juge, tout ce qui est religion, tout ce qui est bourgeois qui vit de rente, qui vit d'entreprise où les employés sont exploités, etc. Par exemple, malgré le fait que certains écrivains, que certains professeurs, que certains commerçants soient riches, du moment que c'est des gens qui font le travail eux-mêmes et qui bossent d'eux-mêmes, on va dire, qui bossent dur, il ne va pas les cambrioler. À un moment donné, j'ai trouvé ça excellent. Faut que je le retrouve parce que c'est vraiment ce qui résume le mieux une partie de de ses convictions. Ah, faut que je le retrouve.
Voilà. Les églises, les juges, les militaires, les rentiers. Oui, il n'aime pas les militaires aussi. À ceux qui veulent, mais... Ah, bordel, je vais pas le retrouver. Voilà, ça c'est génial. Une fois, je me suis retrouvé dans une belle demeure remplie de livres. Un certain Julien Viaud, lieutenant de marine. En fait, il s'agissait de l'écrivain Pierre Loti. Je n'ai rien pris. Je lui ai même laissé 20 francs pour réparer le carreau que j'avais cassé. Je lui ai laissé un mot d'excuse signé Attila, de pseudonyme à pseudonyme. Oui, parce qu'il laissait des petits mots comme ça aux gens. Voilà, vous voyez, Pierre Loti, c'était vraiment pas l'écrivain qui, à cette époque, qui manquait d'argent. Je veux dire, il gagnait pas des milliers des cents, mais il vivait de son art. Mais non, notre cher Alexandre ne vole pas aux écrivains. Et donc, il lui a même remboursé son carreau, ce qui est fort louable. Voilà un peu les convictions à cette époque de cette bande qui était vraiment incroyable, qui a fait des casses incroyables. Ils ont cambriolé la cathédrale de Rouen, ils ont volé des bijouteries, des appartements. C'était ouf, quoi. Personne n'a été épargné à cette époque. Bien sûr, la belle époque, généralement, ça se termine. Ils se font prendre. Enfin, Alexandre Jacob se fait prendre, et donc là, procès. Et là, bim, envoyé au bagne de Guyane. Alors, comment vous dire, le bail de Guyane. euh, Vous voyez, je pense que vous connaissez l'histoire. Les Anglais ont envoyé plein de leurs bagnards en Australie. Ils exilaient leurs criminels en Australie. En fait, c'est simple, hein. À l'époque, en Angleterre, les criminels qui étaient pris étaient envoyés en Australie, et les criminels qui n'étaient pas pris, généralement fuyaient en Amérique. Mais bref, donc voilà, donc les Anglais ont utilisé l'Australie comme bind. Ça, je pense que vous le savez. Et par contre, vous le savez, actuellement, l'Australie, c'est un très beau pays qui s'en sort très bien. Voilà, ils en ont fait un très beau pays. Ces bagnards-là, ces descendants-là, en ont fait un très beau pays. Et puis voilà, le pays s'est développé, etc. Par contre, pour ce qui est de la Guyane, c'est pareil que pour l'Australie. La France utilisait la Guyane comme bagne. Sauf que, honnêtement, fallait mieux atterrir en Australie qu'en Guyane, hein. Il y avait presque aucune chance déjà de revenir en France. C'était une mort certaine pour la plupart des gens dans les 6 premiers mois. Yeah! Donc on vous condamnait pas à mort, mais c'était tout comme, hein. Vous aviez plus de chances, je pense, de survivre à la guillotine que de survivre au bail en Guyane. Bon, c'est exagéré, mais c'était limite ça. C'est vraiment là où les Français ont peut-être commis les pires atrocités. Je veux dire, en tant que nation coloniale, on a commis pas mal d'atrocités. Mais il faut savoir que les pires atrocités qu'on a fait subir, c'est peut-être à notre propre peuple en Guyane. C'était vraiment quelque chose d'atroce. Mais bon, notre cher Alexandre Jacob est très intelligent. Il fume pas, il boit pas, il se bat pas. Il sait se lier d'amitié. Les autres bagnards le respectent étant donné qu'il a une grande intelligence, surtout qu'en plus, comme il lit beaucoup, il connaît aussi pas mal le droit, et il aide pas mal de ses camarades à s'en sortir, à se sortir du bagne. Ça veut dire que il s'appuie sur la loi pour dire celui-là faut le renvoyer en France, celui-là, etc. Donc il est énormément respecté. Il est très intelligent, comme je l'ai dit, hein, tout le long du bouquin, hein, on découvre quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et donc, il est considéré comme le bagnard le plus dangereux, enfin le criminel le plus dangereux qui a séjourné au bagne de Guyane, hein. Clairement, il était catégorie A, ça veut dire les pires criminels étaient catégorie A, il en faisait partie. Et parmi les pires criminels de catégorie A, on considérait que c'était le pire. Mais pas parce qu'il était ultra violent, mais parce que justement il était ultra intelligent, qu'on savait jamais ce qu'il allait faire. Il avait tenté de s'échapper plusieurs fois, bref. C'était vraiment de quelqu'un de très intelligent. Et puis finalement, il fut vraiment, et là, on peut vraiment le considérer comme
la personne la plus dangereuse qui a séjourné au bagne, puisque il détruira le bagne en partie. C'est en partie grâce à lui que le bagne de Guyane fut fermé, puisqu'il va collaborer avec un médecin qui écrira sur le bagne, et les livres de ce médecin serviront d'appui pour faire fermer le bagne de Guyane. Donc voilà à quel point il fut dangereux pour le bagne de Guyane, puisqu'il il en fut le principal il en fut là, purée, je vais pas y arriver. Il fut la principale personne qui mit fin à cette atrocité qui fut le bagne de Guyane. Bref, mais lui, il n'a pas attendu que ça ferme pour partir, puisque Alexandre Jacob, c'est aussi une mère qui l'aime de tout son cœur et qui n'arrêtera jamais d'essayer de faire réviser son procès pour le faire partir de Guyane. Ce qu'elle arrivera, elle le fera partir de Guyane, il retournera en France, et là, après le bagne, il est plus vieux, il est plus faible, et il commence à se ranger, à être plus, on va dire, plus sage au niveau de ça. Bon, il va quand même en Espagne hein, pour voir si il peut pas aider à la révolution anarchiste d'Espagne. Cette révolution ne se fera pas, donc il rentrera en France. Il rencontre sa deuxième femme aussi, Paulette. Bref, c'est 1939, comme vous le savez, 39, c'est pas une méga bonne date. Hein. Ce qui approche n'est pas génial. Et c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et là, pendant la Guerre mondiale, il reste calme. Il se passe plus rien. Quand des résistants arrivent, il aide les résistants, bien sûr. Mais il reste dans sa maison, il reste commerçant. Il est devenu commerçant après qu'il soit rentré du bagne. Il reste quelqu'un de très honnête. Voilà, il s'est rangé, on va dire. Et si je vous parle de cette fin, alors qu'il semble ne plus rien se passer, après ses multiples vies de marin, de cambrioleur, de bagnard, de commerçant, alors que sa femme meurt, c'est un... Là... Pfff, 2 secondes. Cet anarchiste ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Puisque il décide de... Il décide de faire une grande fête pour les enfants du village, où il dilapide vraiment toute sa fortune. Et après cette grande fête, un samedi, il décide de se suicider, de mettre fin à ses jours, pour faire une dernière... c'est pour lui le dernier geste de l'anarchiste. J'ai eu une vie bien remplie d'heures et de malheurs, aussi bien je vous quitte sans désespoir, le sourire aux lèvres, la paix dans le cœur. Je suis pas sûr. Je veux partir en bonne santé en faisant la nique à toutes les infirmités qui guettent la vieillesse. Elles sont toutes là, réunies, ces salopes, prêtes à me dévorer. À me dévorer. Très peu pour moi, adressez-vous à ceux qui s'accrochent à la vie. J'ai vécu, je puis mourir. Aujourd'hui, je fais un petit gueuleton pour les gosses du village. Il y en avait 9, ils s'en sont mis plein la lampe. Et après, on a fait un tour en voiture. Je me suicide un samedi pour que les gens s'occupent du corps le dimanche et que l'habillage et les démarches ne les dérangent pas. Voilà. Donc vraiment un grand personnage dont... voilà, c'est un grand personnage qu'on connaît pas forcément, qu'on fait l'histoire de la France. Et cette histoire est assez incroyable au final. Vraiment, j'espère que ce genre de personnage
qu'on connaît pas forcément soit un peu plus reconnu dans l'avenir. Ça, ce genre de BD, c'est un, un premier, un premier pas. Mais il faut savoir que, et c'est là où je voulais en venir aussi, faire une petite parenthèse sur ça, que l'histoire de la France, elle aussi, regorge de destins incroyables, de gens incroyables, et que ça fait un peu chier de voir que, au final, on ne connaît pas tant que ça ce genre de personnage. Je veux dire, les Américains font partie de ceux qui ont vraiment mis en avant plein de personnages plein de personnages qui ont réellement existé, mais qu'ils ont re-raconté de façon un peu romanesque, qui ont plein de personnages comme ça qu'on connaît et qui ont réellement existé et qui font un peu qui ont servi à créer plein d'histoires. Et c'est bien dommage qu'en France, surtout à cause des Américains, qui ont un peu envahi le monde de la culture, on n'ait pas plus eu ça aussi, nous, puisqu'on a plein de personnages, plein de personnes comme ça à découvrir en France, qui ont eu des destins extraordinaires, parce que ça, c'est un destin extraordinaire. Bon, là, je pense que... Je pense que... je vais pas y arriver. Je pense qu'Alexandre serait fier de cette BD qui raconte sa vie. Bref, un très grand personnage à connaître. Euh, et donc, voilà. Lisez-le, faut le lire. C'est incroyable. Ah oui, petit truc, c'est que quand même, il a été assez reconnu. On dit que ça serait lui qui aurait inspiré Arsène Lupin. L'auteur, je crois que c'est l'auteur d'Arsène Lupin qui l'a toujours démenti. Je vérifie. Voilà, Maurice Leblanc qui aurait nié que c'est inspiré d'Alexandre Jacob pour Arsène Lupin. Pourtant, il y a pas mal de ressemblances, honnêtement. Je pense que c'est pas forcément faux. Bref, moi, cette BD m'a beaucoup touché. Je pense que ça s'est vu. Et en tout cas, je vous laisse. Et si vous avez l'occasion, lisez-la.